Bonjour et bienvenue dans le podcast Haricots Verts, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti, bonne écoute. Donc bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Haricots Verts. J'ai la chance aujourd'hui de recevoir Anaïs Chénaud. Bonjour Anaïs. Bonjour. Alors Anaïs, pour les auditeurs, j'aimerais que tu te présentes, que tu racontes ton parcours et comment tu en es arrivée à la couleur végétale. Alors oui, donc j'ai un parcours assez sinueux qui se passe entre l'Inde et la France, donc pendant une dizaine d'années. Donc en fait, je suis encore un peu dans le parcours, on va dire. Donc déjà, je vais juste te raconter un peu les deux éléments déclencheurs qui ont permis la naissance à la fois du projet Babule Bacli, qui est une marque de linge bébé française. Et le deuxième projet, ça s'appelle Laine du Johar et c'est un projet que je mène dans un village de l'Himalaya en Inde. Et en fait, ça paraît pas comme ça, mais les deux sont quand même assez intimement liés parce qu'ils sont portés déjà juste par une personne, quoi. Donc, mon histoire, en fait, avec la teinture naturelle, ça démarre en 2015. À l'époque, je suis encore étudiante. J'ai fait un DMA costumier réalisateur et pendant la dernière année d'école, j'ai rencontré Sandrine Rosier qui animait un module de teinture naturelle et c'est elle qui m'a un peu dit que elle trouvait que j'avais une sensibilité particulière par rapport à la couleur et elle m'a orientée, on va dire, vers ce monde. Et comme j'avais pas spécialement envie de continuer dans le costume, tu vois, je me suis dit bah pourquoi pas. Donc en fait, je me suis retrouvée en octobre à Loris. En fait, Couleur Garance à l'époque organisait des événements. C'était tous les 2 ans et c'était un grand rassemblement. Donc il y avait un marché d'artisans, teinture naturelle, des conférences, des tables rondes. Et il y avait vraiment plein d'acteurs en fait de la teinture naturelle qui se retrouvaient dans cet endroit. Et c'est vraiment pendant cet événement que je me suis dit ouais, il y a un truc, j'ai envie de faire partie un peu de cette famille de teinturiers qui était là. Ça m'a vraiment fait vibrer, on va dire, quelque part, il y avait un truc. Et c'est aussi à ce moment que l'Inde rentre en fait en jeu parce que il y avait une fondatrice d'une ONG indienne qui était là et qui a fait une conférence et bah, j'étais assez impressionnée, on va dire, par ce qu'elle proposait. Donc 6 mois plus tard, je partais dans cette ONG pour faire un volontariat, mon premier volontariat en teinture naturelle. En fait, cette ONG, ils faisaient un super travail de teinture naturelle, de revalorisation des savoir-faire textiles. Ils avaient un super travail en termes d'écologie, d'innovation par rapport à l'environnement. Mais par contre, on va dire à côté de tout ça qui était vraiment génial, il y avait aucun impact social positif qui se répercutait sur le territoire, D'accord. vraiment en termes social, quoi. Et ça a été un peu pour moi une grosse déception, qu'il n'y ait pas cet impact social dont ils parlaient en fait aussi dans leur com, quoi. Donc voilà, il y a eu un point de tension, on va dire, qui m'a fait un peu réfléchir à ce moment-là. Et en même temps, je me suis pris un peu quand même une claque énorme. Et aujourd'hui, je peux dire que bah, en fait, j'ai rencontré les femmes du Kumaon, puisqu'on était dans la région du Kumaon, les femmes Kumoni. Et ça a changé. Aujourd'hui, je peux le dire, ça a vraiment changé ma vie. Et donc, ça t'a permis de toi voir qu'il y avait un manquement sur le social et toi, tu avais envie de travailler ce point-là. Ouais, en fait, dans cette ONG, j'ai rencontré une femme qui s'appelle Kamla,
qui était teinturière, qui aujourd'hui travaille plus dans cette ONG. Ça m'a vraiment, enfin en fait son histoire, sa personne m'a touchée vraiment super. Enfin voilà, il y avait une grosse confiance, enfin une amitié, une confiance. On ne parlait pas du tout la même langue, mais tout de suite ça a matché. Et c'est une femme qui était en détresse émotionnelle très 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 forte. Tu vois, elle vraiment son corps demandait de l'aide parce que ça n'allait pas quoi. Et il y avait aussi une autre femme dans cette ONG qui s'appelait Kalindi, qui elle était avocate, qui faisait une thèse en fait en Allemagne, qui était régionale du Kumahon, mais qui faisait une thèse en Allemagne sur alors un truc complètement très spécifique, sur les justices informelles du Kumahon. Et elle m'avait dit, tu sais Anaïs, enfin des cas comme Kamla, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup ici, parce que il y a un fort taux en fait de violence conjugale, avec un fort taux d'alcoolisme chez les hommes dans cette région de l'Inde. Et en fait, quand je suis rentrée en France, je me suis dit, mais j'aimerais bien faire quelque chose. Je savais pas du tout quoi, hein. J'avais 22 ans. Oh, ouais. Donc je savais pas ce que j'allais pouvoir faire entre la teinture et Cette cet action. aspect social en fait qui m'a vraiment touchée. Mais c'est comme ça que en fait ça a démarré. C'est vraiment ces deux éléments, à la fois Sandrine Rosier qui m'a orientée sur la teinture naturelle Que et tu as cette rencontré avec ONG. l'Inde. Ouais, cette ONG en fait où j'ai commencé mon apprentissage en teinture naturelle, ces femmes qui m'ont formée en fait au départ et à qui j'avais envie de renvoyer aussi à un moment donné l'ascenseur quoi. D'accord. Bon, dis donc, ça promet une suite. C'est top comme explication. Alors, du coup, est-ce que maintenant tu peux nous présenter, donc, on dit Baboul, tu me l'as précisé, Baboul et Bakli. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter cette entreprise dès le début, où ça se passe, ce que tu y fais, puisque tu as envie de raconter, et puis ce que j'aimerais bien, c'est quand même que tu nous expliques ces deux noms associés. Moi, j'ai dû aller regarder pour savoir, mais Oui. que tu expliques aux auditeurs pourquoi tu as choisi ce nom-là. Alors, vas-y, raconte-nous. Alors, alors on dit Baboul et Bakli, mais les gens beaucoup disent Babul et Bakli. Du coup, ça fait que même moi aujourd'hui, je dis Babul et Bakli, ce qui est ridicule parce qu'à la base, c'est vraiment Baboul. Donc j'ai créé cette marque en 2019, juste avant en fait de retourner dans le Kumahon. Pour démarrer toute ma recherche textile pour ensuite monter un projet du coup un peu de plus grosse ampleur. Mais du coup, Baboul et Bakli, c'est vraiment une marque française. Je produis du linge pour bébé. Alors, je produis, voire produisais du linge pour bébé parce que ça va s'arrêter. D'ici quelques mois, la boutique en ligne va fermer. Et en fait, Baboul et Bakli, ça a vraiment été pour moi un terrain d'expérimentation. C'est à travers cette marque que je suis montée en compétences parce que j'ai fait quelques formations, mais finalement en teinture, tu es obligé d'expérimenter, de refaire, de te tromper pour vraiment aller au plus loin de ce que tu peux tu vois, dans la recherche et vraiment cette montée en compétences. Et au début, en fait, j'arrivais même pas à dire que j'étais teinturière. C'était, enfin, je pouvais pas, non, c'était pas possible. Et aujourd'hui, c'est vrai que je me rends compte vraiment que Baboul et Bakli, c'est tel que c'est aujourd'hui, une sorte de phase préparatoire pour un projet peut-être un peu plus ambitieux, plus social aussi pour la suite. Donc donc mon atelier, il est en Normandie. D'accord. Et j'ai enfin, je fais plusieurs trucs. Il y a un côté, donc, la marque de linge bébé, à travers laquelle je m'auto-forme, en fait, au fur et à mesure. Et je propose aussi de la teinture à façon depuis 2 ans D'accord. pour les professionnels, donc plutôt des artisans, des artistes qui ont des volumes qui sont quand même pas trop gros, mais pas non plus trop petits. Je fais pas pour du particulier, par exemple. Et c'est quoi ta capacité en tant que teinturière à façon à peu près pour nous donner un ordre d'idée? Donc j'ai 2 cuves de 100 litres. Donc chaque cuve, ça va contenir 2 kg et demi, 3 kilos de tissu ou de fibres. Ouais. Voilà, D'accord. ça va être la capacité actuelle. La plus grosse commande que j'ai faite, c'était 50 mètres de tissu. Et j'avais 25 mètres d'uni et 25 mètres d'imprimé à produire. Waouh. Et c'est ce jour-là, quand j'ai rendu cette commande, que j'ai dit OK,
je suis teinturière maintenant. C'était le passage, tu vois, C'est l'étape. ça. D'accord, ok. Ça a été un peu l'étape. Et en fait, sur les 3 années, on va dire un peu les 3 premières années d'existence de Babu Libacli, je me suis vraiment concentrée pour me former sur la manière d'obtenir un unisson qui serait vraiment parfait. Sans auréole, parce qu'au début, en fait, sur mes tissus, j'avais un peu des auréoles, des trucs. Donc bon, quand je coupais mes tissus pour Babu Libacli, je faisais en sorte que ça coupait à autour. Mais mon idée, c'était vraiment de me dire, si je fais de la teinture à façon, que j'ai un artisan ou une créatrice qui veut des couleurs naturelles, il faut que mon unisson soit nickel, quoi. Et donc, j'ai vraiment travaillé là-dessus. Et effectivement, cette commande de 25 mètres unis, ça a été le gros challenge déjà en termes de quantité. J'ai fait des coupons de 12 mètres par 12 mètres au maximum dans la cuve de 100 litres. Et donc, c'était de la double gaze. Donc, tu vois, c'est quand même sur un tissu léger. Tu peux en faire une assez grosse quantité. Là, en ce moment, je suis sur une collab avec des draps anciens. On n'est pas sur le même. Ouais, On va pas c'est sur plus 12 épais. mètres de draps Ouais. anciens. Voilà. Et, et en fait, donc cette commande, il y avait eu l'uni et aussi les imprimés. Donc pareil, je m'étais, tu vois, formée pour pouvoir répondre à de la commande d'imprimés répétés. Pas de l'impression placée, c'était vraiment du plaçage de cadre en impression répétée pour avoir 25 mètres de motifs bien placés, calés, quoi. D'accord. Et donc c'est pareil, j'avais vraiment tout mis en place pour que ça fonctionne. Et après, j'ai dit, bon, j'arrête la sérigraphie. Finalement. C'était trop. En fait, c'est que la taille de l'atelier, après, fait que tu commences à être bloqué sur ce type de production. Parce que finalement, le motif répété, ça demande des grandes tables d'impression pour être efficace, etc. Et là, du coup, j'étais pas assez efficace. Et tu vois, en termes de salaire derrière, par rapport à ce que je pouvais produire, j'étais trop lente dans la production. Donc, j'avais dit, bon, c'est cool parce que je sais le faire, j'ai l'expérimentation là, ça va. Mais en termes derrière finalement de salaire pour moi, trop de temps pour trop peu d'argent, quoi. D'accord. Donc financièrement pas forcément intéressant comme commande, mais par contre en termes de montée en compétences, là c'était le top, quoi. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu proposes comme type, enfin, qu'est-ce que tu proposais du coup comme type de produit pour enfants? C'était quoi tes... Alors, je proposais, c'était vraiment du linge bébé. Donc on avait des couvertures légères, des langes, tout était en coton bio. Au tout début, sur la première année, c'était vraiment que du linge, de la couverture légère, pareil avec ces matières linge, double gaze, qui sont des matières super faciles à teindre en fait. Ça prend hyper bien nature, c'est très agréable. Et après, j'ai développé une petite gamme de doudous. Parce qu'il y avait un peu de la demande par rapport à ça, j'avais remarqué. Et j'avais aussi donc des gigoteuses, voilà. Vraiment Et, linge basique de maison en fait pour la petite enfance. et est-ce que tu as des contrôles à faire supplémentaires pour des produits qui sont destinés aux enfants du coup? Parce que tu vois, moi j'ai ma fille, ça bavouille partout, ça met tout à sa bouche. Bon, bref, est-ce qu'il y a des choses à regarder sur lesquelles tu as dû être vigilante? Alors moi je suis pas très dans les trucs de réglementation, c'est pas trop mon truc, mais effectivement ça a été un frein à un moment donné parce que quand tu veux ensuite placer tes produits en boutique, eh bien, ils vont demander à ce que tu aies des normes européennes pour les doudous, justement, notamment. Ça rentre dans les normes pour les jouets. Et donc, tu as effectivement un certain nombre de contrôles qualité à faire, même pas forcément sur les teintures, mais vraiment sur la production, couture Ouais. de ton produit. Et j'avais fait faire, en fait, des devis quand j'avais démarré. Pour avoir le truc global écossaire, voilà, le truc nickel. J'en avais pour 10 000 euros. Ah ouais, d'accord. Donc, inutile de dire que j'ai pas, je les ai jamais fait en fait. Et je m'étais dit, si la marque vraiment ça cartonne, forcément à un moment donné, tu passes le cap et tu fais toutes tes réglementations correctement. Mais au démarrage, c'est très difficile. Tant que tu sais pas si ton produit va fonctionner,
en fait, il D'accord. faut le tester tranquillement et puis voilà. Après, j'avais remarqué pour les teintures, notamment par rapport à la salive, qu'il y a certaines teintures qui tiennent mieux que d'autres. Les jaunes, c'est très compliqué. Ça tient pas très très bien. Ça fait vite, on va vite avoir les auréoles en fait parce que l'acidité de la salive de l'enfant va venir attaquer en fait la couleur. Pareil pour la transpiration. Donc pour le jaune, c'est plus délicat. En tout cas, voilà, le Reseda, qui est la plante principale que j'utilise pour le jaune, c'était un peu plus compliqué d'avoir une durée Ouais. de vie jolie, tu vois, du Hum. produit. Voilà. Du coup, en parlant de plantes que tu utilisais, est-ce que tu peux nous dire les 2 plantes qui se cachent derrière ton nom et les plantes que Ouais. tu utilisais pour tes produits? Alors, donc Babul et Bakli, c'est 2 noms hindi pour nommer 2 arbres tinctoriaux qui sont, il me semble, mais je me rappelle plus exactement, mais plutôt utilisés dans la tannerie, si je me rappelle bien. Donc le baboul, c'est un acacia, c'est une variété d'acacia, et le bakli, c'est une variété de sumac. Donc il n'y a pas spécialement de rapport entre les teintures que je produis et le nom. J'utilise pas forcément ces plantes-là dans la production. Par contre, c'était vraiment la phonétique en fait qui m'intéressait. Baboul et Bakli, il y avait un côté enfantin. On Ouais, voit un carrément. peu deux petits personnages, deux petits arbres, tu vois. Je sais pas qu'aurait pu devenir. Bon, si j'avais pu me payer une illustratrice, etc. Qu'aurait pu être, ça aurait pu être sympa. Mais ça peut-être un jour. Et évidemment, donc, c'est le clin d'œil aussi à l'Inde à travers le nom de cette marque, parce que je voulais aussi à un moment donné que ce soit un pont entre mon travail de teinture là que j'avais créé en France et mes voyages dans l'Himalaya. Et à un moment donné, j'avais un peu rêvé de pouvoir associer les deux sous cette marque et de pouvoir travailler en lien avec des structures locales du Kumaon pour créer des produits avec les femmes là-bas, que ensuite je revendrai sous ma marque Babuli Bakli. Et finalement, ça s'est pas fait, c'est transformé en toute autre chose. Et il y a 2 projets distincts qui sont sortis de cette histoire. Hein. Mais Babuli Bakli, du coup, végète un peu, on va dire, en ce moment. En tout cas, va se transformer en autre chose, mais restera pour Et, l'instant quand même actif. et Et Hélène avant du que genre. tu nous parles des Ouais. projets, des nouveaux projets, donc tu utilisais quoi comme plante pour nous Ah oui, expliquer un pardon. petit peu? Non, non, t'inquiète. Donc t'as dit Reseda pour les Ouais. jaunes. Et qu'est-ce que tu utilisais Alors, d'autre? du coup, à l'atelier, pour Baboul et Bakli, je travaille essentiellement avec les extraits de plantes de chez Greening et je suis assez classique, hein, Reseda, Garance et Acacia Acachoux. C'est vraiment les 3 plantes principales et après, je fais un peu d'indigo parce que les gens, ils aiment bien le bleu et ils ont toujours, Hum. demandé bon, au départ, j'en faisais pas et puis, pendant le covid, j'ai fait une formation avec David Santandreux. Donc du coup, je me suis dit: «Bon, il faut quand même que je mette un peu de bleu». Et donc là, mon pigment, je l'achète, directement en Inde, auprès d'un cultivateur, qui fait de l'extraction et qui, vend son pigment. Donc c'est de l'Indigofera, tinctoria. D'accord. Et alors du coup maintenant on passe à la nouvelle activité. Donc là si je comprends bien, Baboul et Bakli ça s'arrête pas. C'est ta boutique en ligne qui s'arrête, Enfin, mais ouais. tu gardes quand même ce nom pour un projet 2.0 ou un truc pour la suite. Ouais, c'est ça. Donc, je vais le garder en vitrine. Je vais continuer du coup, plutôt, le service de teinture à façon parce que finalement, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Il y a de la recherche, donc là, en fait, je travaille en ce moment sur une production de couleurs sur drap ancien pour une artiste locale. Et donc on a fait, l'année dernière, donc elle m'avait contactée en avril de l'année dernière. Pendant ça, les échantillons en fait se sont étalés sur une année pour la recherche couleur. On a fait faire des tests en laboratoire aussi pour la solidité à la lumière, parce qu'elle après elle va sculpter les draps pour en faire des œuvres d'art en relief. D'accord. Donc voilà. Donc il y avait un travail quand même sur la solidité de la couleur à faire qui me semblait important. En tout cas, je l'avais proposé à l'artiste et ça avait été accepté. Et finalement, c'est voilà, c'est des projets que j'aime bien mener parce que bah, tu as un nouveau contact avec voilà. Et puis du coup, ça ouvre aussi les possibilités d'application de la couleur naturelle. Et du coup tu t'étais rapproché d'un labo de contrôle, enfin c'était quoi? C'était Ouais, un
En fait, j'étais juste passée, par Greening qui proposait ce service avant, mais qui le propose, D'accord. plus. Ah, d'accord. Ouais. Ok. Donc il faudra trouver quelqu'un d'autre. Oui, voilà. Ok. Mais Alors, moi, est-ce quand que j'avais démarré Babu Bakery, c'est pareil, j'avais fait faire des tests en labo et pareil, j'étais passée par Greening à l'époque. Il y avait des forfaits et on pouvait faire nos tests solidité en laboratoire pour les couleurs. D'accord. Ok. Ouais. Alors, on a un petit peu parlé donc des activités, mais on va parler de ton nouveau projet. Alors, raconte-nous un petit peu ton aventure là qui est en train d'arriver. Raconte-nous ce qui va, la suite pour toi. Alors, pour Babu Bakery, enfin pour Babou Bakery, je ne sais pas trop encore exactement ce qui va se passer. Le linge bébé va s'arrêter, ça c'est sûr. Je vais garder ouvert donc le site en vitrine pour, les commandes, et les rencontres, pour des collaborations. À partir de septembre, on va créer un podcast. Donc là, ça va être avec ma sœur, qui c'est elle qui va écrire et enregistrer et c'est en lien du coup avec la couleur. Donc ce sera des contes, pour enfants, Génial. et ça s'appelle, Contes, monochromes. Et donc, Génial. chaque conte, en fait, nous plonge dans, un peu un univers coloré, particulier et c'est des contes, un peu, autour de l'écologie, de la nature avec, des inspirations, Top. Il y a c'est beaucoup de pour gens qui me parlent de cibler le plus jeune public, les mmh, adolescents, ouais, les plus jeunes. mmh, Et puis tu vois pareil, tu vois des contes, des manières ludiques d'apprendre la couleur aux plus jeunes. Donc je trouve ça super ouais, bien. Bah super. voilà. Bon bah hâte d'écouter ça. Donc ça c'est la première surprise, on va dire. Ouais, c'est la première surprise, du côté, de Babil Bakli et sinon, en fait, là, le très gros du projet actuel qui fait aussi que Babil Bakli est un peu en sommeil parce que je peux pas tout mener, de front, voilà. Donc en fait, le programme de recherche, Laine du Joire que j'ai initié en 2022, ça a pris une ampleur, de dingue. Enfin, il y a eu un engouement en fait au niveau du village que je pensais pas du tout qu'il y aurait. Donc, pour revenir juste un petit peu à la base, quand je suis rentrée de ma première expérience de volontariat dans l'ONG, ensuite je suis rentrée à l'INALCO à Paris, qui est une école de langues étrangères, pour faire 6 mois de hindi, pour un peu plus en fait en apprendre sur la culture indienne. Ensuite, j'ai fait 3 voyages en Inde dans d'autres endroits. Et au bout de 3 ans, je suis retournée dans les montagnes avec pour projet, donc à terme, de travailler avec des femmes et éventuellement amener un peu de douceur et voir ce qu'on pourrait faire pour leur vie quand même, qui sont quand même pas mal malmenées dans certains cas, hein, on ne fait pas une généralité. Et en fait, quand j'ai commencé ma recherche, donc on était pareil, c'était juste après avoir créé Babul et Bacli, donc on était en 2019. J'ai visité différents centres textiles régionales pour un peu voir comment ils travaillaient, éventuellement faire le lien avec Babul et Bacli, qui ne s'est pas fait. Et en fait, ce qui est ressorti, c'est qu'il y avait une problématique autour des laines locales. En fait, les centres textiles régionaux utilisaient pour la plupart des laines qu'ils importaient d'Australie, donc du mérinos. Voilà, ouais. Et en Même fait, en Inde. ouais, Ah, c'est dingue. Parce que ouais. tu me dis ça en France, bon, on connaît Mmh. l'histoire, mais même si ça se réinverse Non, la tendance, mais en ouais. Inde, attends, mais je suis choquée. Et oui, D'accord. ouais. Donc en fait, soit ils vont acheter des laines parce que leur production principale, c'est le châle. Et donc, au lieu de partir de la matière qu'on a localement, ils partaient d'un produit et ils cherchaient une matière à associer à ce produit-là. Mais localement, il n'y avait pas de laine en fait douce, à part les laines de luxe type cachemire, pashmina, Ouais. qu'on va trouver plutôt au Ladakh. Et donc, ils faisaient aussi des châles en cachemire, mais voilà, dans tous les cas, les laines locales de l'Uttarakhand n'étaient pas utilisées dans les productions de ces centres textiles. Donc, ça m'a un peu chagrinée, on va dire, et j'ai commencé à chercher des moutons pour savoir c'était quoi cette laine, quelle était sa particularité, pourquoi on l'utilisait pas dans les productions textiles de châles notamment, et qu'est-ce qu'on en faisait en fait anciennement.
Donc c'est comme ça que je suis arrivée, on va dire, de rencontre en rencontre. Je suis arrivée dans un petit village qui s'appelle Shankadura, qui est juste à côté de la ville de Muntiari. C'est la dernière ville avant la frontière tibétaine. Donc on est à 2100 mètres d'altitude à peu près. Donc on est pas mal haut déjà. Et en fait, dans ce village, j'ai découvert que les femmes, elles faisaient des tapis. Elles faisaient des tapis en acrylique. Mais anciennement, elles faisaient des tapis en laine. En fait, quand le fil acrylique est entré sur le marché, il était aussi cher que d'acheter la laine brute aux bergers, aux éleveurs. Donc forcément, les femmes, c'est normal, c'est tellement lourd et long de faire la transformation de la laine qu'elles ont préféré acheter les fils en acrylique. Mais ça a fait des tapis de beaucoup moins bonne qualité. Et en fait, du coup, moi, avec le projet, j'ai décidé de proposer de réintroduire la laine dans la production de tapis, en sachant que cette production était bientôt arrêtée parce qu'il n'y avait plus du tout de commerce autour du tapis. Les femmes faisaient des tapis pour elles, pour chez elles, de toute petite taille pour s'asseoir. En fait, c'est des tout tapis en 40 par 40, juste pour mettre sur les chaises. Et le plus grand tapis qu'elles faisaient, en fait, c'était pour leur dot. Elles en faisaient un dans leur vie et après, voilà. Donc, j'ai en fait l'année dernière, enfin non, alors du coup c'était en 2022, j'avais obtenu un financement d'une association française qui s'appelle la Fibre Textile et ils ont financé en fait ma recherche sur 1 an. Donc en 2022, je suis retournée dans le village après le Covid pour faire ma première récolte de laine et redémarrer cette production de tapis. Ce que j'avais pas bien calculé depuis la France, c'est qu'en fait, on avait aussi un problème de race lainière qui était en train de disparaître. Parce que il y a 2 races dans la vallée du Joire. La race Garia, qui est une race à viande uniquement parce que la laine, en fait, ça, quand on la coupe, tu peux même pas récupérer une toison. Ça fait vraiment des gros poils qui partent en petits bouts. Et la race Kunu, qui est la race viande aussi, et aussi laine. Sauf que le mouton Kunu, il est plus petit. Et comme les éleveurs n'ont plus de débouchés pour la laine, et ben, du coup, ça les intéresse plus de garder les moutons Kunu au sein des troupeaux. Voilà. Donc, on a galéré pour récolter la laine, pour avoir suffisamment de laine, on va dire, pour démarrer le projet. Et en fait, l'année dernière, quand on a fini la récolte, j'ai fait la transhumance avec les éleveurs. Et quand on est rentré de transhumance, j'ai du coup un binôme sur place qui est lui local. Et je lui ai dit, Ganga, soit on arrête tout, soit ça va être un taf de ouf, quoi. Est-ce qu'on est prêt à faire ce travail-là? Parce que du coup, il fallait travailler sur la sauvegarde de la race. Du coup, là, on était dans des compétences que moi, j'avais pas en termes d'élevage. Il fallait trouver un berger qui allait être associé au projet. Tu vois, au projet, parce qu'il allait falloir acheter un troupeau de moutons, en fait, Kunu, pour repartir sur vraiment toute la sauvegarde de cette race et derrière pouvoir tisser, en fait, remailler toute la chaîne de production jusqu'au tapis. Et pour avoir suffisamment de tapis, en fait, économiquement, pour pouvoir embaucher suffisamment de femmes, etc., sur le projet. Et en fait, il s'est avéré que, par magie, un berger est arrivé. Et c'était donc c'est un berger qui est assez, il a plus de 50 ans. C'est un peu un doyen du coup, donc c'est pareil, c'est plutôt un avantage dans le projet parce qu'il va pouvoir, lui, il va être au contact en fait du coup avec notre troupeau de tout le monde, de tous les autres éleveurs qui sont plus jeunes que lui, et donc il y a une forme de respect, tu vois, et ils vont l'écouter quoi sur le projet. Ça nous fait un petit point d'avance. Et en fait, voilà, il est vraiment arrivé au moment où je me posais la question si j'allais pouvoir continuer ou pas le projet. Et donc, on a dit, bah si, on le fait.
Prahlad, donc ça va être le berger qui va être associé au troupeau, va pouvoir du coup remailler cette filière à partir de ce troupeau qui du coup sera au départ un troupeau d'accompagnement pédagogique pour les éleveurs Top. pour pouvoir avec eux du coup doucement leur expliquer que si finalement si on garde les moutons Kounou dans les troupeaux, peut-être qu'il y a 2 salaires pour vos femmes, vos filles, Ah, vos mères génial. qui arrivent aussi dans les familles et c'est pas juste la vente de la viande et la transformation lainière implique plus de salaires en fait en Top. aval. Ouais. Donc, on va travailler là-dessus pour vraiment que tout le monde soit acteur du projet et se sente aussi impliqué. C'est vraiment le point de départ, c'est que tout le monde ait envie de remonter cette filière. Et en fait, ce qui m'a aussi donné envie de continuer, c'est que quand j'ai fait cette première récolte, j'ai étalé la laine sur un toit. En fait, moi, j'avais étudié avant, j'avais analysé, j'avais observé, j'étais rentrée dans les familles pour voir un peu les métiers, les roués, qui avait quoi, qui savait faire quoi. Donc, j'avais un peu une vision d'ensemble au niveau du village. Mais ce que je ne savais pas, c'est est-ce que les femmes allaient être intéressées Ouais. pour Pour le faire. faire. Et en fait, quand j'ai étalé cette laine sur le toit, le lendemain, j'avais 10 femmes à Ah, ma porte et qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais, Anaïs, avec cette laine? Mais moi, je sais faire ça, moi, je sais filer, donne-moi génial. 5 kilos, s'il te plaît, je peux laver la laine. Enfin, et du coup, en fait, il y a eu un engouement que franchement, j'aurais pas imaginé aussi fort chez les femmes, en fait. Et c'est comme si qu'elles attendaient une opportunité pour pouvoir travailler, sortir de leur foyer. Hum. Il y en a qui s'ennuient profondément aussi dans leur vie, hein, faut le dire. Et c'était une occasion et voilà. Et là, quand on a fait les tapis, elles m'ont dit: «Anaïs, quand tu as des nouveaux tapis, tu nous dis, C'est génial. on les fait». Enfin voilà. Donc il y avait un vrai engouement qui a fait que j'ai dit: «Bah si, on va le On faire, y va, ouais. enfin, on va bosser dur, mais on va le faire». Alors, du coup, si je comprends bien, donc tu as on va dire un troupeau pédagogique. Hein, il y a des Ouais. jardins pédagogiques, c'est un troupeau pédagogique avec quelqu'un qui est doyen, donc qui Ouais, aura le respect, comme tu dis. ouais, L'idée, ouais, c'est de motiver les troupes à suivre et à ouais, réintégrer ouais, des moutons. Alors, tu m'as dit des moutons Kounou. ouais, c'est ça. C'est les moutons Kounou. Voilà, donc d'inclure aussi les femmes qui sont volontaires. Enfin, t'en as déjà eu 10, donc tu sens qu'il y a quand même quelque chose qui se Ouais. passe. L'idée, Mmh. c'est donc augmenter les troupeaux, donc augmenter les toisons, donc augmenter le travail et Ouais, proposer des tout à débouchés, fait. donc plus de salaire pour les familles. Et ma question, c'est les tapis réalisés. Tu m'as dit que c'était des 40 par 40. L'idée, c'est quoi? C'est de les vendre en Inde, de les vendre en France. Comment tu vas faire pour que ce soit valorisé? Alors en fait, moi je leur ai demandé là en échantillon de refaire des tapis en 40 par 40, comme ce qu'elles savaient faire et on en a fait un grand aussi. Donc là, ça faisait des années que dans le village, il n'y avait pas eu de grands tapis, de fabriqués donc en janvier, c'était un peu l'événement, du moment. Et elles étaient trop contentes, en vrai, de la production, du tapis qu'on a fait. Enfin, vraiment, c'est Lakshmi et Deepa qui ont réalisé le tapis et elles étaient à fond, quoi. En plus, on avait un temps super réduit parce que, alors, il y a une partie qui se fait machine, c'est, le cardage. Et le cardage, en fait, il y a une machine à carder industrielle dans la ville de Muntieri à côté, parce que le gouvernement a mis des machines à carder un peu dans différentes villes, des montagnes. Mais ils ouvrent les machines à Ah, carder c'est bien un ça. jour par mois. Donc, c'est Ouais. une galère monumentale pour nous pour carder la laine. Et comme moi, à chaque fois, j'ai des temps de 3 mois en fait de visa, il faut quand même que le planning s'enchaîne pour qu'on puisse avancer correctement. Et donc là, on avait réussi à carder la laine, mais genre 16 jours avant que je reprenne l'avion. Et j'avais dit, et je savais qu'on allait avoir besoin de 15 jours pour fabriquer un grand tapis à 2 femmes en temps plein. Parce que c'est un mois en fait de nouage pour un tapis en 80 par 180. Et, et quand j'ai dit aux filles, on est très juste et tout, elles m'ont dit, on va le faire.
on va le faire. Et un jour avant que je prenne mon avion, j'avais mon tapis, quoi. Ah, génial. Donc on était juste, mais elles étaient, enfin vraiment, elles étaient au taquet et je leur avais expliqué, si on a le tapis, je pourrais l'exposer, on va comme ça après on pourra prendre des commandes et il y aura d'autres tapis, de commandés, de faits et cetera. Donc elles ont vraiment aussi compris, l'enjeu et elles sont là, quoi. Et en fait, au niveau de la commercialisation, donc l'idée, c'est plutôt de faire quand même des grands tapis à terme que plutôt des petits parce que même dans nos intérieurs, Hum, finalement, on utilise plutôt des grands tapis et je pense que la clientèle qu'on va viser va vouloir des grands tapis en fait. L'idée, c'est de faire des tapis sur mesure, de pouvoir proposer du tapis sur mesure. Et au départ, ce que je voudrais, c'est qu'on commercialise en Inde. Alors, je n'exclus pas évidemment une importation à un moment donné, mais pour ça, faudra qu'on ait des boutiques partenaires ou des galeries partenaires. Et en Inde, en fait, il y a énormément de foires artisanales, de marchés artisanaux, où on va pouvoir, même des événements autour de la teinture naturelle, il y en a. Donc, on va pouvoir présenter en fait le travail. Et l'idée, c'est qu'elles viennent avec moi. Donc là, parce qu'elles n'ont pas la possibilité en fait de vendre leur tapis à hum. l'extérieur et du coup de pouvoir venir avec moi, de voir aussi les autres artisans, les clients potentiels, parce qu'elles connaissent pas. C'est pareil en termes de design actuellement, ce qu'elles proposent, ça correspond pas au goût contemporain, si tu veux, même des Européens, ça c'est sûr, mais même des Indiens, la clientèle riche indienne, en fait, ils ont des goûts un peu européens. Enfin, voilà. Malheureusement, hein. Mmh. Mais et du coup de pouvoir que elles aussi elles viennent avec moi pour présenter leur travail et qu'elles se rendent compte aussi de la valeur qu'il y a parce que pour elles c'est normal en fait de savoir faire un tapis. Mmh. Toi comme moi comme toutes les femmes qui sont sur cette planète, comme elles ont appris de leur Ouais. mère quand elles avaient 5 ans, elles ont appris à filer, 10 ans, elles savaient faire un tapis. Ben, en fait, c'est rien quoi de savoir faire un tapis. Et du coup, de pouvoir, aller en ville, rencontrer des clients, des gens qui s'intéressent et qui, ne savent pas le faire et qui vont leur dire: «C'est vachement bien ce que vous faites». Parce que moi, je leur dis, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça a pas assez de poids encore, tu vois? C'est comme je suis presque intégrée au village c'est et que je suis aussi artisane, finalement, Mmh. j'arrive pas à leur faire dire enfin, j'arrive pas à leur dire suffisamment fort que oui, c'est génial. Vous avez vraiment de l'or entre les doigts, les filles et tout le monde ne sait pas faire un tapis, quoi. Et en fait, donc ces foires artisanales, ça nous permettrait déjà ça, de les présenter et puis, tu vois, il y a de la confiance en soi qui sort, ça va nous aider pour l'indépendance aussi à un moment Ouais. donné dans tu vois, dans leur tête, ça va faire du chemin, quoi. Et, et ensuite, l'idée aussi pour la commercialisation là plus pointue, ça va être de placer vraiment en galerie d'art. En Inde, l'art et l'artisanat, c'est quand même très très lié en fait. Et ce qu'on va proposer du coup rentre complètement dans ce système-là, on va dire. Donc ça va être de se placer en galerie d'art ou moi parfois quand je vais dans des villes indiennes, je vais dans des endroits un peu up, tu vois, pour, européens ou, indiens très riches et en fait, il y a des grosses boutiques dans des endroits très, très beaux, très, très luxueux et clairement, nos tapis pourraient tout à fait, être, Ouais. commercialisés dans ces endroits-là. Ouais. D'accord. Et j'avais une question. Ces tapis, donc, ils sont, les laines sont colorées, enfin, sont Ouais. teints. Et du coup, ça se passe aussi, c'est teint à la main avec des végétaux. Comment vous faites? Alors là, c'est ma partie en tant qu'artisane, donc je gère, on va dire, les équipes, plus je fais la teinture. En fait, il y a plus personne qui sait faire des teintures naturelles. J'ai rencontré une femme qui en fait encore un petit peu, qui a appris de sa mère, mais qui travaille pour une autre ONG, donc je peux Ouais. pas travailler avec elle. Sinon, personne ne fait de teinture. Donc, en fait, du coup, mon savoir-faire vient aussi compléter le leur, et ça permet de redynamiser aussi cette laine en quelque sorte, parce que tu vois, par exemple, quand on a sorti, j'ai sorti les 2 premières pelotes de laine, il y avait une pelote blanche et une pelote jaune. Et en fait, elles étaient dans le sac ensemble et il y avait une femme qui était tout le temps trop enthousiaste sur tout. Qui a Et pris, qui a mélangé les deux. non,
Non, mais en fait, quand il y avait des femmes qui venaient au village, qui étaient un peu en visite dans leur famille et tout, elles venaient dans ma maison, elles venaient prendre en fait la pelote jaune, elles laissaient la pelote blanche dans le sac et elles venaient montrer à l'autre femme, regarde, regarde, Anaïs, elle a fait une pelote jaune, elle a fait teinture à partir de plantes, et en fait, ça a amené vraiment de la curiosité. Enfin, c'était c'est vraiment chouette parce que en fait c'est à la fois quelque chose qu'elles connaissent parce que c'est en lien avec la terre et enfin tu vois les plantes finalement ça leur parle, ils sont tous Bah agriculteurs, ouais. hein. Ils ont tous des terres, donc ça leur parle en fait cette histoire de teinture naturelle et tout d'un coup ça vient revaloriser la matière laine qui était complètement qui était oubliée quoi presque. Et du coup, quand tu teins, tu te sers des plantes locales parce que j'ai déjà eu des invités, notamment une marque de lingerie qui s'appelle Naturafil, qui fait teindre en Inde parce qu'ils ont le Mmh. savoir-faire. C'est pour ça que je suis hyper Ouais. étonnée que dans ce village-là, il y en ait Mmh. plus, mais du coup, tu ravives quelque chose. Et en fait, elle expliquait que en Inde, il y a énormément de plantes tinctoriales, mais qui sont en mode sauvage, tu vois, vraiment, que tu penches, tu cueilles et tu peux teindre. Et donc, du coup, est-ce que ça, c'est un de tes projets d'utiliser des plantes du coin? Enfin, après, toi, t'es en hauteur, peut-être que t'as moins de possibilités, il y a peut-être moins de flore Je pense adaptée, peut-être. il y en a, mais il y en a un les femmes, elles les connaissent pas, en fait. Donc il y a quelques plantes qu'elles connaissent, qu'elles m'ont un peu indiquées. Mais alors moi, je suis pas botaniste à la base, du coup, j'ai un peu du mal à reconnaître après les plantes, une fois qu'elles sont plus là pour me dire: «C'est celle-ci». En fait, j'ai plusieurs fournisseurs indiens que je connais, en plantes tinctoriales et donc pour la première année, j'avais juste acheté des plantes tinctoriales chez un grossiste que je connaissais et j'ai sélectionné en fait 2 plantes qu'à terme on pourrait faire pousser, en altitude. Donc parce il y a déjà en fait, on a utilisé, l'œillet d'Inde qui poussent partout en altitude. En fait, les femmes, elles en plantent plein dans leur jardin. Donc, on va pouvoir faire une plantation d'œillets d'Inde. Et j'ai utilisé la garance indienne. Alors, elle, je ne sais pas si on peut la faire pousser jusque là-haut, mais je sais que les grossistes en fait se fournissent dans la région de l'Uttarakhand, donc c'est la région où on est installé. Donc, dans tous les cas, on pourra Ouais. avoir un fournisseur plus proche ensuite de cette garance indienne. Donc j'avais, tu vois, quand même présélectionné déjà 2 plantes pour le projet qui seraient, potentiellement, cultivables aussi en altitude. Parce que il y a quand j'avais en 2019, quand j'avais fait un peu déjà les premières recherches, j'avais rencontré une famille qui m'avait expliqué qu'ils avaient plein de terres, qu'ils pouvaient plus cultiver pour l'alimentaire. Et je m'étais déjà dit: «Mais du coup, qu'est-ce que vous en faites de ces terres, quoi?» Et rien. Pourquoi ils peuvent pas la cultiver? Et ben, en fait, c'est des terres qui sont un peu à l'extérieur du village et il y a de plus en plus de singes dans la Ah oui, région et en fait, ils ça dévastent cache les tout. cultures. Ouais. Donc si les champs sont trop éloignés des maisons et Ouais, il y a ben, du des coup, attaques, ils ont ouais, d'accord. arrêté, de cultiver ces champs-là et du coup, on pourrait très bien avoir, des cultures de plantes tinctoriales pour revaloriser aussi ces terrains-là et faire rentrer aussi, des salaires à travers, C'est génial. ce projet-là. Ouais. C'est vraiment un projet à tiroir que tu es en train de développer. À Ouais. mon avis, c'est magnifique. Elle est magnifique, ton histoire. C'est On peut génial. tirer, à l'infini parce que, enfin, là, en gros, le savoir-faire principal que j'ai découvert, c'est, par rapport au tapis. Mais quand on cherche et qu'on s'intéresse et qu'on rencontre les femmes et même les hommes, hein, au fur et à mesure, en fait, tu découvres qu'il y a une brodeuse et puis un élevage de lapins angora et Oh, ouais. puis, des tisserandes, de pashmina et puis, un vannier qui fait, des paniers en bambou et en fait, il y a plein, Ouais. d'artisans, quoi, hein. Il y a beaucoup d'artisanat au sein des familles et qu'on pourra aussi après on peut pas tout faire d'un coup, c'est pas possible, mais Non. qu'on pourra aussi, faut rester concentré parce que j'ai aussi tendance à m'éparpiller donc j'essaie de vraiment rester concentrée. Mais effectivement, on pourra, faire des collections qui sont plus larges en intégrant des artisanats Ouais. différents, avec des savoir-faire qui vont venir se compléter, en fait. Là, on avait fait, pendant le covid, j'avais demandé à une femme qui faisait du tissage
et c'était incroyable. Enfin, dès que je présente sur des salons le rendu, les gens sont épatés, mais même moi, quand j'ai reçu, je me suis dit, c'est pas possible, j'arrive même pas à reconnaître la matière. Et en fait, j'avais demandé de me faire un échantillon 100% laine en tissage, donc là, pas en tapisserie, vraiment en tissage tissu, quoi. Et un échantillon 50-50 lapin angora mixé avec la laine et un échantillon 100% angora. Et en fait, l'échantillon en 50-50, mais tu as à la fois la douceur du poil angora et le gonflant de la laine, enfin, et ça fait une matière mais hyper intéressante et beaucoup moins cher que si tu avais quelque chose de Ouais. 100% angora. Enfin, tu vois, après en termes de aussi de quand tu réfléchis un peu efficacement sur le business derrière, ça fait enfin un truc qui est vraiment super beau et hyper qualitatif et parce que l'angora c'est quand même fragile comme matière aussi, donc tu vois, la laine, ça rajoute la Ouais. solidité, enfin le gonflant, enfin tout, c'est vraiment top, quoi. Donc on va pouvoir aussi vraiment amener des nouvelles choses à travers les différents artisanats qu'il y a. Tu vois, sur un tout petit village, la masse de choses qu'il y a et qui sont en train de péricliter, va y avoir tout un travail autour de la transmission aussi qui va être hyper important à faire. Ah, c'est génial. Bah, c'est ce que j'allais dire. Point de vue transmission, en fait, c'est tu ravives des savoir-faire qui sont présents là-bas depuis des générations. Tu viens Mm. réactiver des choses qui ont été perdues. Tu redynamises certains élevages ou des terres abandonnées ou des trucs. Donc c'est Ouais. vraiment donc point de vue transmission, bah on peut pas être mieux. Tu nous en as bien parlé. Est-ce que on peut passer à des questions d'inspiration? T'en as parlé. Enfin, franchement, rien que ton projet, tu vois, je sais Oui, pas, on a. alors oui, j'avais un peu noté genre deux personnes qui sont pour moi, je pense, des guides un peu si tu veux. Alors déjà, quand j'avais 20 ans, je pense qu'il y a Sandrine Rosier qui a été vraiment un peu un des déclencheurs. Donc pour moi, ça a été une femme qui m'a guidée aussi vers ça, la teinture naturelle. Et même si aujourd'hui je la côtoie plus forcément, ça reste quelqu'un finalement qui a été présente pour moi. Et après, sinon, il y a une personne que je pense, j'y pense tous les jours de ma vie depuis 8 ans que je l'ai rencontrée, hein, c'est Kamla. Qui était une personne enfin voilà, la femme qui subissait des violences conjugales et qui en fait a déclenché. Elle a appuyé Ouais, sur un bouton ouais, et tout ce projet est né en fait parce que l'idée c'est vraiment d'arriver à travers à toute cette filière lainière à créer une dynamique, enfin je sais pas si c'est une dynamique, mais en tout cas un je trouve pas mes mots, un espace, un lieu suffisamment sécuritaire ouais, pour que les femmes, à un moment donné, celles qui en ont besoin, celles qui en ont envie, elles puissent parler, quoi. Qui est un ouais. peu une sorte de libération aussi de la parole autour de soit ce qu'elles subissent ou des choses qu'elles ont envie tout simplement de faire parce que il y en a qui sont bloquées en fait dans leur vie. Là j'ai travaillé avec une femme, elle voulait être à 100% tous les jours à faire Oui. des trucs quoi parce qu'en fait elle se fait chier Tuer. Mm. Ouais, vraiment. Elle a rien à faire chez elle. Ses enfants sont grands. Son mari travaille toute la journée. Elle aime pas son mari et donc en fait cette opportunité-là pour elle c'est aussi ouais, c'est une belle opportunité de se rendre utile et de donner un sens ouais à. Ouais, d'accord. à ses journées hein, en fait tout simplement. Même sans aller sur la violence conjugale, tu vois, c'est juste des petites choses en fait qui font que ça apporte un peu quand même de douceur dans la vie de chacune. Ouais, non, non, c'est une super bonne idée et c'est vraiment comme tu dis deux gros cailloux qui se rencontrent, ta teinture Ouais, végétale et cette femme qui t'a touché et t'arrives à en ouais. faire un super beau projet, c'est canon. J'avais une autre question, si t'étais une plante tinctoriale, laquelle tu serais? Aucune idée. Aucune idée. Aucune idée. Pas un baboule, pas un Pas un baboule, baboule, un boule, bakri, non, bakri. j'en sais rien du tout. Je crois que j'ai pas. Ça me parle pas forcément d'être les pieds dans la terre, tu vois. Ouais. Je préférais être
Un oiseau, ça me parle plus. Il y a un oiseau dans la région dans la région où on est. En fait, là, à 2000 mètres d'altitude, c'est le paradis des oiseaux, pardon. Il y a des trucs d'ornithologie et tout. Et il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'espèces différentes. J'ai découvert des oiseaux magnifiques. Et il y en a un qui s'appelle le monal. Et franchement, il a des couleurs ouf. Il est vert, bleu et c'est assez gros avec une très très longue queue. Je ferais plutôt un monal. Eh bien alors pour toi, exceptionnellement, on a le droit de savoir quel est l'oiseau que tu choisis. Est-ce que la question fibre de prédilection, je pense on n'a pas de doute. Ouais, je sais pas en fait parce que à travers Baby Baxi, j'ai vraiment beaucoup axé ma pratique sur le coton. Je trouvais que c'était une fibre qui était super challengeante en termes de teinture parce que il faut quand même bien la préparer pour qu'elle prenne bien la couleur et que voilà. Mais c'est vrai qu'en fait, en arrivant dans le mouton, je me dis: «Oh là là, c'est vraiment trop cool» et là, avec ce projet, à l'atelier, je faisais des teintures sur fil, de laine française, là, en Normandie et dans les montagnes, j'ai découvert la teinture en bourre. Donc c'est quand tu teins après lavage. En fait, tu teins, ta fibre, juste après ton lavage, quand c'est encore, un peu en flocons si tu veux et après tu fais toutes tes étapes de transformation et je trouve que c'est hyper agréable comme, teinture. Je sais pas trop, mais du coup, j'ai découvert au début, j'avais tout feutré parce que j'avais trop touillé, trop chauffé, enfin j'avais un peu trop tout fait en même temps, donc tous mes trucs étaient feutrés là sur les premiers échantillons. Et après, une fois que tu as le truc, c'est bon. Et en fait, ça te fait des teintures du coup. Comme ma fibre, enfin ma laine, il y a aussi des gros poils en fait à l'intérieur. Le fait de teindre tout en amont, tout est encore bien aéré, bien ouvert, donc la couleur va vraiment bien Ouais. rentrer partout. Et tu auras quand même des endroits qui seront plus clairs que d'autres du coup, parce que les endroits où c'est vraiment laine, ça va vachement prendre la couleur, et puis les endroits qui sont plus poils, ça va pas trop prendre la couleur. Et du coup, après, quand tu passes en cardeuse, bah, tu as tout qui est bien repeigné, remélangé, tout uniformisé. Ouais. Et D'accord. du coup, j'ai bien aimé faire ça comme ça. En tout cas, cette teinture en bourre. Et puis, ça me faisait un nouveau challenge technique. C'est toujours un peu Ton objectif. Ouais, j'aime bien en fait toujours apprendre des trucs et Bah c'est bien. et je trouve que dans la teinture naturelle, c'est ça qui est assez que j'aime aussi, c'est qu'il y a toujours des nouvelles techniques. Des nouvelles plantes à tester, des nouvelles recettes à tester et en s'adaptant, tu vois, aussi sur un territoire là où tu es, et c'est ça. Là, tu vois, la lin, j'ai pas un fournisseur d'alun, quoi. Donc j'achète mes cailloux, de potasse, sur le marché, et qu'après on pile et à chaque fois, tu t'adaptes aussi avec ce que tu trouves. Ah, c'est génial. J'ai aussi, découvert c'est cette femme, justement qui fait de la teinture, la seule que j'avais, rencontrée dans le village, mais qui travaille pour une autre ONG. Elle m'avait dit qu'elle faisait des teintures à partir du citron et en fait, c'est un peu comme les monobins de Michel Garcia, si tu veux. C'est un acide plus, Ah et oui. en fait, il y a des citronniers à 2100 mètres d'altitude. C'est magnifique parce que les citrons sont sous la neige en février. Donc, ça fait t'as des citrons jaunes avec ta neige et ton ciel bleu. Enfin, c'est juste trop beau. Et en fait, comme il y a plein de citrons, et ben, elles faisaient aussi leur teinture pour certaines plantes à partir sans alun, du coup, en monobin, comme les Génial. recettes de Michel. Ouais. Top. Bon bah c'est carrément canon. Écoute, ça me fait rêver ton projet, c'est génial. Euh, est-ce que tu aurais un livre qui t'a inspiré? Non, tu me fais non de la tête, donc on passe à. Euh, En fait, alors moi, j'ai tous les livres, enfin ou tous, j'ai des livres de Dominique Cardon. Je trouve que c'est, Ah, forcément un peu la base. Je les ai jamais vraiment lus. Je les feuillette de temps en temps quand j'ai besoin de quelque chose, que j'ai envie de regarder un truc ou vérifier quelque chose, mais je les ai pas vraiment lus, tu vois? Je suis pas une grande lectrice, donc j'avoue que j'ai lu aucun, bouquin contemporain sur, les teintures naturelles. Moi, je recommande.
mais à 100% d'aller rencontrer des teinturiers, d'aller visiter des ateliers. Et c'est plus vivant en fait. Voilà, Ouais, mais ça pour prend ça, du temps. alors pour ça, Anaïs, il Ouais. faudrait qu'il y ait une liste des teinturiers et teinturières de France. Parce que moi, je te raconte pas le boulot pour trouver des gens, Oui, c'est pas évident. Donc mais ça je serait... souligne ton initiative de sortir de sa grotte. Mais tu vois, ouais, c'est bien. S'il y a Oui. plein de gens qui sortent, qui Mm. s'identifient, l'histoire des cartes de Ouais. France pour se rencontrer entre eux, ça crée du lien. Mm. Et l'histoire d'envoyer un petit audio de 3 minutes pour se faire connaître et faire Ah du oui, lien. c'est Et vrai. j'ai des retours après, hein. J'ai des retours de Ouais. gens qui m'ont dit ah bah merci, du coup j'ai été appelée, ah bah du coup on a pratiqué à deux, Bah oui, on donc a voilà, fait donc en plusieurs. fait Ouais. il faut continuer à mailler, on ne baisse pas les bras. C'est fiche. Bon, donc pas de livre, c'est très bien. Ah oui, Est-ce pas trop. Non, mais t'inquiète. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu penses pour le passage de micro? Quelqu'un que tu Ouais. voudrais que j'aille interroger? Écoute, je dirais Martin. Martin. Ouais, Martin, c'est un artiste. On s'est rencontrés en formation chez David Santandreux, pardon. Et depuis, on suit un peu nos travaux respectifs. Et Martin, il travaille sur la fermentation Génial. pour obtenir ses couleurs. C'est vraiment un artiste, hein, et il fait des trucs. Ouais, c'est un chouette type. Et il a créé sa. Alors, je sais pas si c'est une marque, mais son compte Instagram, ça s'appelle Safre. Safre. D'accord, ok. Eh ben, je vais aller voir tout ça parce que la Ouais. fermentation, on tourne autour du pot entre guillemets et j'ai Il n'y a pas. pas beaucoup de gens qui travaillent sur ça et Ouais, c'est ce que c'est vrai j'allais qu'il dire. s'est lancé là-dedans et je pense qu'il ce serait intéressant d'avoir il est au début, je pense, hein, de la pratique, mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir son point de vue, je pense. Ouais, super. Est-ce qu'Anaïs, avant qu'on ne se quitte, tu as un mot de la fin ou quelque chose que tu aimerais partager ou dire qui est important pour Euh, toi? de suivre vraiment ses envies, ses intuitions. Enfin, quand on fait une rencontre, d'écouter, et d'essayer tu vois, je sais pas, de s'inspirer et d'en sortir quelque chose qui aurait vraiment du sens pour soi et puis peut-être un peu aussi pour les autres. Ouais. Ouais, c'est quoi? Il y a pas de hasard, il y a que des rencontres ou c'est un truc comme Ouais. ça. J'aurais dû Oui, il y rechercher, a quelque chose comme ça, mais mais c'est un peu d'accord, ok. l'idée. D'accord. Ok. Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Arécovert, ARTECOVERT, pour y découvrir le nom des prochains invités. Je me permets de vous rappeler que la seule manière de soutenir ce podcast est de le noter et le commenter sur la plateforme d'écoute de votre choix. C'est ainsi qu'on arrivera à faire porter la voix de ces passionnés de la couleur végétale. Merci à tous!